Je lis la section santé. Pour les malades, les conditions dans cette école sont carrément criminelles. Nous ne connaîtrons sans doute jamais le nombre d'élèves qui ont trouvé la mort dans les pensionnats, notamment parce que les dossiers sont souvent incomplets et qu'un grand nombre de dossiers ont été détruits. En 1935, le gouvernement fédéral adopte une politique fédérale selon laquelle les relevés scolaires peuvent être détruits après une période de 5 ans et les rapports d'accidents après une période de 10 ans. Cette politique entraîne la destruction de près de 15 tonnes de vieux papiers. Entre 1936 et 1944, le ministère des Affaires indiennes détruit quelques 200 000 dossiers. Les dossiers médicaux, quant à eux, sont détruits sur une base régulière. En 1957, par exemple, les services de santé des Indiens et du Nord reçoivent la directive de détruire toute la correspondance concernant l'organisation des traitements dentaires et médicaux de routine à l'intention des Indiens et des Esquimaux, comme le transport, les services d'escorte, l'admission à l'hôpital, les traitements recommandés et les demandes de traitement, entre autres, après une période de conservation de 2 ans. Les rapports rédigés par les médecins, les dentistes et les infirmières sont eux aussi conservés pendant 2 ans. Il y a un graphique qui porte sur le taux de mortalité dans les pensionnats pour 1000 élèves et on voit des pics à certaines périodes, 1884, en tout cas. Voilà. Pour ce qui est des documents conservés, il arrive souvent qu'ils ne contiennent pas les données requises. Par exemple, il n'est pas rare que les directeurs indiquent le nombre d'élèves décédés au cours de l'année écoulée dans leur rapport annuel, sans toutefois préciser le nom de ces élèves. En fait, ce n'est qu'en 1935 que le ministère des Affaires indiennes adopte une politique officielle sur la procédure à suivre par les autorités scolaires pour le signalement des décès et les enquêtes connexes. Or, rien ne garantit que les autorités signalent effectivement tous les décès au ministère des Affaires indiennes. À preuve, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a trouvé des actes de décès d'élèves dans des registres paroissiaux qui ne figurent pas dans les dossiers du ministère. Selon toute vraisemblance, certains administrateurs scolaires ne respectent pas leur devoir de signaler le décès des élèves aux fonctionnaires provinciaux responsables des statistiques de l'état civil. C'est ce qui explique pourquoi les dossiers sont incomplets. Dans le cadre de ces travaux, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a créé un registre national des élèves décédés dans les pensionnats. La création de ce registre, une première dans l'histoire canadienne, vise à documenter avec exactitude le nombre d'élèves décédés dans les pensionnats. Le registre se compose de 3 sous-registres. Le premier, le registre des décès confirmés d'élèves dont le nom est connu, donc c'est le registre des élèves connus. Le second, le registre des décès confirmés d'élèves dont le nom est inconnu, le registre des élèves inconnus. Et le troisième, le registre de décès nécessitant des compléments d'enquête afin de déterminer si les décès doivent être classés dans le registre des élèves connus ou dans celui des élèves inconnus. En janvier 2015, une analyse statistique du registre des élèves connus a révélé 2040 décès pour la période comprise entre 1867 et 2000. La même analyse, cette fois du registre des élèves connus combiné au registre des élèves inconnus, fait état de 3201 décès signalés. Le plus grand nombre de ces décès, 1328 décès provenant du registre des élèves connus et 2434 des registres combinés des élèves connus et inconnus, sont survenus avant 1940. Le graphique 3, celui que j'ai montré, illustre le taux de mortalité global pour 1000 élèves inscrits dans les pensionnats au cours de cette période. Les données proviennent de la combinaison des registres des élèves connus et inconnus. D'après le graphique, la crise sanitaire dans les pensionnats aurait atteint son paroxysme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Il montre en outre que le taux de mortalité est demeuré élevé jusque dans les années 50. Le taux de mortalité des enfants autochtones vivant dans un pensionnat est disproportionnellement élevé par rapport au taux enregistré dans l'ensemble de la population canadienne. Le graphique 4 présente une comparaison entre le taux de mortalité pour 1000 enfants canadiens issus de la population en général, âgés de 5 à 14 ans, et le taux de mortalité pour 1000 enfants inscrits dans les registres combinés des élèves connus et inconnus. C'est ce graphique-là.
raison du manque de données historiques de Statistique Canada, nous présentons les taux de mortalité selon des moyennes quinquennales. Comme l'illustre le graphique, jusqu'aux années 50, les enfants autochtones vivant dans les pensionnats périssent à un rythme beaucoup plus rapide que les enfants d'âge scolaire dans la population en général. En fait, ce n'est que dans les années 50 que le taux de mortalité dans les pensionnats diminue à un niveau comparable à celui des enfants d'âge scolaire issus de la population en général. Entre 1941 et 1945, le taux de mortalité dans les pensionnats, calculé d'après les registres combinés des élèves connus et inconnus, est toujours 4,9 fois plus élevé que dans la population en général. Dans les années 60, même s'il n'atteint plus ses sommets historiques, le taux de mortalité des élèves de pensionnat demeure néanmoins 2 fois plus élevé que celui des enfants d'âge scolaire dans l'ensemble de la population. Dans près de 50% des cas, registre des élèves connus et inconnus, la cause du décès n'est pas précisée. Dans les cas où la cause du décès est indiquée, force est de constater que jusqu'aux années 50, les pensionnats étaient aux prises avec des vagues successives de tuberculose. La tuberculose est la cause d'un peu moins de la moitié des décès signalés, 46,2% dans le registre des élèves connus et 47% dans les registres combinés des élèves connus et inconnus. Le nombre de décès imputables à la tuberculose demeure élevé jusque dans les années 50. Sa baisse coïncide avec l'arrivée des médicaments efficaces. Les autres principales causes de décès sont la grippe, 9,2% dans le registre des élèves connus et 9,1% dans les registres combinés des élèves connus et inconnus, la pneumonie, 6,9% dans le registre des élèves connus et 9,1% dans les registres combinés des élèves connus et inconnus, et les autres maladies pulmonaires, 3,4% dans le registre des élèves connus et 5,5% dans les registres combinés des élèves connus et inconnus. Le graphique 5 illustre le taux de mortalité lié à la tuberculose. Les données proviennent des registres combinés des élèves connus et inconnus. Ça, c'est le graphique 5. L'épidémie de tuberculose dans les pensionnats s'inscrit dans la grande crise sanitaire qui frappe les peuples autochtones à cette époque. Cette crise trouve son origine dans les politiques de colonisation, lesquelles visent à exproprier les autochtones de leurs terres, ce qui perturbe à la fois leur économie et leur approvisionnement alimentaire. La crise fait surtout des ravages dans la région des prairies. Un grand nombre de politiques fédérales mettent en péril la santé des autochtones. En période de disette, par exemple, les autorités retirent les rations aux autochtones pour les forcer à abandonner les terres sur lesquelles ils souhaitaient établir leurs réserves. Lors de la négociation des traités, le gouvernement s'engage pourtant à fournir une assistance aux Premières Nations pour les aider à faire la transition de la chasse à l'agriculture. Néanmoins, cette aide promise qui tarde à venir s'avère inadéquate. La loi sur les Indiens est si contraignante que les agriculteurs autochtones ont peine à vendre leurs produits et à emprunter de l'argent pour investir dans les technologies. Qui plus est, les terres sur lesquelles se trouvent les réserves sont souvent impropres à l'agriculture. Dans les réserves, les logements sont misérables et surpeuplés, les installations sanitaires sont inadéquates et les habitants n'ont qu'un accès restreint à l'eau potable. Il va sans dire que toutes ces conditions sont propices à l'éclosion de la tuberculose. Les autochtones qui ne succombent pas à la maladie se trouvent si affaiblis qu'ils sont souvent emportés par la rougeole, la variole ou d'autres maladies infectieuses. Pour les enfants, la majorité des pensionnats n'offrent pas un environnement plus sain que les réserves. En 1897, par exemple, Martin Benson, fonctionnaire au ministère des Affaires indiennes, rapporte que les écoles industrielles du Manitoba et des territoires du Nord-Ouest sont construites à la hâte, à l'aide de matériaux de mauvaise qualité, mal aménagés et privés des infrastructures de base pour l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Du reste, le drainage est mauvais et l'approvisionnement en eau et en carburant n'est pas suffisant. Les pensionnats construits par les religieux sont tout aussi mal lotis. En 1904, David Laird, commissaire des Indiens, reprend à son compte les observations de Martin Benson lorsqu'il écrit que les sites désignés pour les pensionnats dans les prairies semblent avoir été choisis, sans égard pour l'approvisionnement d'eau et le drainage. Je ne veux mentionner aucune école en particulier,
mais j'ai insisté à plusieurs endroits sur le besoin d'une meilleure protection contre l'incendie. Donc c'est une citation de Martin Benson. De l'eau potable, des installations sanitaires de qualité et une ventilation adéquate sont essentiels pour maintenir les enfants en bonne santé. Pourtant, les autorités ne s'efforcent pas réellement d'améliorer les mauvaises conditions signalées au début du XXe siècle. Ainsi, en 1940, R.E.O.I., qui occupe le poste de surintendant du bien-être et de la formation au ministère des Affaires indiennes depuis 1936, rédige une évaluation détaillée sur l'état des pensionnats. Il constate qu'un grand nombre d'établissements se trouvent dans un état délabré et dangereusement exposés aux incendies. Il impute la responsabilité des conditions de nos établissements en général aux mauvais travaux de construction. Il ajoute que les établissements ne répondent pas aux normes minimales pour la construction de bâtiments publics, et plus particulièrement d'établissements d'enseignement pour les enfants. Il y a une photo qui représente le dortoir d'Old Sun en Alberta, et la légende dit que des maladies comme la tuberculose pouvaient se propager rapidement dans les dortoirs surpeuplés. En 1940, le gouvernement axe ses nouvelles politiques sur l'augmentation du nombre d'externats pour les enfants issus des Premières Nations. Cela a pour conséquence qu'un grand nombre de pensionnats existants continue de se dégrader. En 1967, l'Association nationale des directeurs et des administrateurs de pensionnats indiens, qui regroupe les directeurs des pensionnats catholiques et protestants, présente un mémoire dans lequel elle dresse la conclusion suivante, je cite, « Au cours des années pendant lesquelles les paroisses ont participé à l'administration des pensionnats, nous avons constaté une détérioration continue des services essentiels. D'année en année, les plaintes et les demandes d'amélioration sont restées lettres mortes. Lorsque le sous-ministre responsable des affaires indiennes, le sous-ministre Côté, rencontre les représentants des paroisses et des pensionnats pour discuter du mémoire, il leur explique que le ministère s'occupera uniquement des réparations urgentes dans les pensionnats dont il a prévu la fermeture. En raison de leur mauvaise construction et de leur entretien déficient, les pensionnats sont dangereusement exposés aux incendies. L'équipement d'extinction est défectueux, ce qui accentue le risque d'incendie, et les sorties de secours sont dangereuses. C'est d'ailleurs l'absence de sorties de secours sécuritaires qui fait grimper le nombre de victimes lors des incendies aux pensionnats de Beauval et de Cross Lake. D'après les recherches menées dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation, au moins 53 pensionnats ont été détruits par des incendies. On recense également 170 autres incendies. Au moins une quarantaine d'élèves périssent dans les incendies des pensionnats. En raison de la discipline sévère et de l'ambiance carcérale qui règne dans les pensionnats, un grand nombre d'élèves cherchent à s'évader. Pour les en empêcher, de nombreuses directions scolaires font sciemment fi des directives du gouvernement concernant les exercices d'évacuation et les sorties de secours. Et ces problèmes ne surviennent pas uniquement à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces pratiques dangereuses et illégales se sont prolongées pendant une bonne partie du XXe siècle. Elles sont aussi répandues qu'enracinées et les directions scolaires font la sourde oreille aux recommandations sur les améliorations à apporter. C'est ainsi que pour des raisons d'économie, les autorités canadiennes mettent en danger la vie des élèves et des employés pendant près de 130 ans. Il y a une photo qui représente l'église catholique de Sturgeon Landing en Saskatchewan. Et la légende dit qu'elle a été détruite par un incendie en septembre 1952 et précise qu'il n'y a eu aucune perte de vie. Ces établissements sont non seulement des pièges à incendie, mais également des incubateurs de maladies. En effet, plutôt que d'endiguer la vague de tuberculose qui frappe l'ensemble de la population autochtone, les pensionnats propagent l'épidémie à cause de leurs piètres conditions. Dans son rapport annuel de 1906, le docteur Peter Bryce, médecin en chef au ministère des Affaires indiennes, note que, je cite, « Chez les sauvages du Canada, le taux de mortalité est 2 fois plus considérable et même 3 fois en certaines provinces que chez le reste de la population.
Fin de la citation. La tuberculose est la principale cause de décès. Le docteur Bryce explique que la propagation de la maladie commence dans les réserves, où les nourrissons et les enfants contractent la maladie, puis ils infectent les autres enfants lorsqu'ils sont envoyés dans les pensionnats. Les pensionnaires atteints de la maladie sont, je cite, renvoyés dans leurs familles au sein desquelles ils vont à leur tour répandre l'infection. Fin de la citation. L'année suivante, le docteur Bryce publie un rapport accablant sur les conditions ayant cours dans les pensionnats de la région des Prairies. En effet, à une époque où les professionnels de la santé estiment que l'air frais est essentiel au traitement de la tuberculose, le médecin en chef constate qu'à 2 ou 3 exceptions près, la ventilation dans les pensionnats est extrêmement inadéquate. Ce sont ces termes. Il constate en outre que le personnel des pensionnats et même certains médecins, et là je le cite, tendent à remettre en question ou à minimiser les risques d'infection que représentent les enfants atteints de la scrofule ou de la consomption. Scrofule et consomption sont d'anciennes appellations des formes de la tuberculose, précision, à tel point que les autorités doivent donner aux pensionnats des directives formelles sur la façon de traiter les malades pour mettre fin aux risques persistants d'infection. Fin de la citation. Le docteur Bryce demande aux directeurs des pensionnats de remplir un questionnaire sur l'état de santé de leurs anciens élèves. D'après les réponses envoyées par 15 pensionnats, je cite, « Sur un total de 1537 élèves déclarés, près de 25% sont décédés. Un pensionnat ayant remis un bilan rigoureux rapporte que 69% des anciens élèves sont décédés. Dans la quasi-totalité des cas, la cause du décès est invariablement la tuberculose. » Fin de la citation. Dans son rapport, le docteur Bryce accorde une importance particulière au cas de 31 élèves ayant reçu leur congé du pensionnat de File Hills. 9 se trouvent en bonne santé sur les 31 et 22 sont décédés. L'épidémie est si grave que certains intervenants du gouvernement fédéral et des églises protestantes sont convaincus que la seule solution est de fermer les pensionnats pour les remplacer par des externats. Cependant, le ministre des Affaires indiennes, Frank Oliver, refuse de mettre ce plan en œuvre sans l'appui de l'ensemble des ordres religieux. Finalement, le plan se bute au refus de l'Église catholique. Au cours de la même période, le docteur Bryce recommande au gouvernement fédéral de prendre en charge l'ensemble des pensionnats pour les transformer en préventorium sous sa direction. Son plan essuie un refus, car le gouvernement estime que l'entreprise serait trop coûteuse et prêterait le flanc aux critiques du clergé. Au lieu de fermer les pensionnats ou de les transformer en préventorium pour lutter contre l'épidémie, le ministère des Affaires indiennes conclut un régime contractuel en 1910 avec les organisations religieuses. En plus de prévoir une augmentation de la subvention octroyée aux établissements, cette entente fixe des normes en matière d'alimentation et de ventilation. Par surcroît, l'entente interdit l'admission des élèves jusqu'à ce qu'un médecin, dans la mesure du possible, confirme que l'enfant est en bonne santé. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce régime contractuel génère certes des améliorations rapides, mais l'inflation a tôt fait de gruger la hausse des subventions. La situation va de mal en pis lors de la Grande Dépression des années 1930, car le gouvernement impose des coupes successives dans les subventions. En raison du sous-financement qui s'ensuit, les élèves sont mal nourris, pauvrement vêtus et piètrement logés. Dans de telles circonstances, ces enfants deviennent particulièrement vulnérables à la tuberculose. Par ailleurs, puisque le gouvernement tarde à mettre en place des politiques interdisant l'admission des enfants tuberculeux et qu'il n'arrive pas à les appliquer efficacement une fois qu'elles sont en vigueur, les enfants en bonne santé contractent la maladie. Jusque dans les années 50, les examens médicaux préalables à l'admission sont superficiels, inefficaces, voire inexistants dans certains pensionnats. À long terme, l'entente de 1910 s'avère donc inefficace pour lutter contre la tuberculose.
Nombre de pensionnats ne disposent pas de l'équipement nécessaire pour prendre soin des enfants malades. En 1893, T.P. Wadsworth, inspecteur au ministère des Affaires indiennes, signale qu'au pensionnat de Capel, le manque d'une infirmerie se fait encore vivement sentir. Les infirmeries sont généralement rudimentaires. À titre d'exemple, lorsqu'il visite le pensionnat de Battleford en 1891, le commissaire des Indiens, Hayter Reed, constate que la salle des malades est tellement mal en point que la direction a dû transférer les enfants malades dans la salle réservée au personnel. D'après les observations du commissaire Reed, le bruit et les odeurs nauséabondes proviennent des cabinets de toilettes qui se trouvent en dessous. Les projets de construction d'un petit hôpital au pensionnat de Red Deer en 1901 n'aboutissent jamais. Les intervenants signalent également la défaillance des installations d'isolement des malades au pensionnat de Regina, au pensionnat anglican d'Onion Lake en Saskatchewan, au pensionnat de Mission en Colombie-Britannique et au pensionnat de Muncie en Ontario. Lors d'une éclosion de diphtérie en 1909, au pensionnat de Duck Lake en Saskatchewan, la direction de l'établissement transfère les 9 élèves malades dans un grand bâtiment isolé. Il y a là une photo du docteur Peter Bryce, qui est le médecin-chef du ministère des Affaires indiennes et qui a recommandé en 1909 que les pensionnats du Canada soient transformés en sanatorium et placés sous son administration. Donc ça, c'est la photo de Peter Bryce. Même si le régime contractuel de 1910 oblige tous les établissements à aménager une infirmerie afin de prévenir la propagation des maladies infectieuses, un grand nombre de pensionnats poursuivent leur activité sans disposer d'installations de soins adéquates. En 1918, l'épidémie mondiale de grippe fauche la vie de 4 enfants au pensionnat de Red Deer en Alberta. L'épidémie persiste, à tel point que le directeur, Woodsworth, se plaint au ministère des Affaires indiennes. Je le cite, « Pour les malades, les conditions dans cette école sont carrément criminelles. Nous ne disposons d'aucune salle d'isolement ni d'aucun équipement médical. » Fin de la citation. Dans le même esprit, les directeurs des pensionnats catholiques lancent une pétition en 1924 pour exhorter le gouvernement fédéral à aménager des salles à l'intention des malades sous la supervision d'infirmières qualifiées dans tous les établissements d'enseignement. Paradoxalement, ils s'opposent au même moment à ce que le personnel infirmier du gouvernement inspecte les conditions sanitaires dans les pensionnats, puisque ce dernier recommande des changements qui, aux yeux du clergé, visent, je le cite, à transformer des établissements d'enseignement en hôpitaux ou en préventoriums. Du reste, les intervenants du milieu signalent à de nombreuses reprises que les administrations scolaires n'ont pas les moyens d'embaucher du personnel infirmier. Jusqu'à la fin des années 50, les représentants du ministère des Affaires indiennes continuent de dénoncer la mauvaise qualité des soins offerts dans les infirmeries des pensionnats. Les plaintes déposées par les directions scolaires indiquent clairement que l'éventail des services de santé offerts aux pensionnaires demeure insuffisant jusqu'à la fin des années 60. L'accès aux services de soins de santé pour les autochtones n'est pas une priorité gouvernementale. Les autorités canadiennes font d'ailleurs peu de cas de l'épidémie de tuberculose qui sévit au sein de la population autochtone jusqu'à ce que la maladie menace de se propager dans l'ensemble de la population canadienne. En 1937, le docteur McGill, directeur du ministère des Affaires indiennes, transmet une consigne stipulant que les services de soins de santé offerts aux autochtones, je le cite, doivent se limiter aux soins nécessaires pour conserver un membre, la vie ou une fonction essentielle. Fin de la citation. Il demande également de limiter les soins hospitaliers, de réduire de moitié les dépenses au titre des médicaments et d'éliminer le recours au préventorium et aux soins hospitaliers pour les personnes souffrant de tuberculose chronique.
En raison du taux de mortalité élevé, de nombreux parents refusent d'envoyer leurs enfants au pensionnat. En 1897, Kapapamaamwako-Wiko-Chin, aussi prénommé Tom, est destitué de son poste de chef de la réserve de White Bear, où se trouve aujourd'hui la Saskatchewan, car il s'oppose vertement au pensionnat. Montrant du doigt le fort taux de mortalité à l'école industrielle de Qu'Appelle, il milite pour la création d'une école dans la réserve et déclare, je le cite, « Nos enfants sont affaiblis, beaucoup sont toujours malades et un grand nombre de ceux qui ont quitté notre réserve pour le pensionnat sont morts. » Fin de la citation. La mort hante les souvenirs de nombreux pensionnaires. Louise Moine, qui a fréquenté le pensionnat de Qu'Appelle au début du XXe siècle, se rappelle de l'année où la tuberculose a dévasté le pensionnat. Je la cite, « Du côté des filles, il y avait un décès par mois et certains garçons sont morts, eux aussi. » Fin de la citation. Joseph Dion se souvient lui aussi de cette année au pensionnat catholique d'Onion Lake. Je le cite, « Mes amis et moi, nous avons rapidement compris que cette maladie des poumons était fatale. Ainsi, chaque fois que l'on voyait ou que l'on entendait quelqu'un cracher du sang, on le voyait dans son cercueil. S'il avait la consomption, il allait mourir. » Fin de la citation. Le frère de Simon Baker, Jim, est mort de la méningite spinale au pensionnat de Lytton, en Colombie-Britannique. Je le cite, « Je l'entendais pleurer la nuit. J'ai demandé au directeur de l'amener à l'hôpital, mais il ne l'a pas fait. Au bout de 2 semaines, mon frère souffrait tellement qu'il était en train de perdre la raison. J'ai supplié le directeur pendant des jours pour qu'il le conduise chez un médecin. » Fin de la citation. Ray Silver raconte qu'il a toujours reproché la mort de son frère Dalton au personnel du pensionnat d'Alberni. Je le cite, « Ce n'était qu'un petit garçon allongé sur un lit de l'infirmerie, mourant, et je n'ai rien su avant sa mort. Et vous savez quoi ? Après, ça a été la fin de mon éducation. » Fin de la citation. Le décès d'un enfant poussait généralement les parents à retirer leurs autres enfants du pensionnat. Un ancien élève raconte que son père s'est présenté au pensionnat lorsque sa sœur est tombée malade à Aklavik, dans les territoires du Nord-Ouest. Début de la citation. « Il a monté l'escalier et il nous a trouvés. Il a pleuré en nous voyant. Il m'a ramené à la maison. Il a amené ma sœur à l'hôpital, mais elle est morte. » Fin de la citation. Le fort taux de mortalité dans les pensionnats reflète en quelque sorte le taux de mortalité élevé dans l'ensemble de la population autochtone. Excusez. Les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes interprètent le nombre élevé de décès comme le prix à payer par les autochtones pour devenir civilisés. Or, en réalité, ces morts sont le prix de la colonisation. Le mode de vie des autochtones reposait sur l'accès à leur territoire. Et la colonisation a bouleversé ce mode de vie, en plus d'introduire de nouvelles maladies en Amérique du Nord. Les politiques colonialistes visaient à détruire les sources de nourriture et à confiner les autochtones dans des réserves mal situées, sans installation sanitaire et sans logement adéquat. Les pensionnats auraient pu servir à lutter contre ces problèmes. Pour ce faire, il aurait toutefois fallu que les établissements soient construits et entretenus convenablement, que suffisamment d'employés qualifiés y travaillent et qu'on y dispose de ressources adéquates. Les autorités gouvernementales étaient au courant de la situation. Elles savaient que le taux de mortalité chez les pensionnaires autochtones était disproportionnellement élevé. Il serait faux de prétendre que le gouvernement n'a rien fait face à la crise. Le régime contractuel de 1910 a effectivement donné lieu à une hausse substantielle des subventions octroyées aux pensionnats. Il n'en reste pas moins que le gouvernement n'a jamais investi durablement dans la santé des autochtones, que ce soit dans les communautés ou dans les pensionnats, afin de mettre un terme à cette crise qui persiste encore de nos jours.
Chez les non-autochtones, le taux de mortalité lié à la tuberculose a diminué avant même l'arrivée des médicaments vitaux. Nombre de décès ont pu être évités grâce à l'amélioration du régime alimentaire, des logements, des installations sanitaires et des soins médicaux. Si elle avait pris de telles mesures plus rapidement, les autorités fédérales auraient pu réduire le taux de mortalité dans les communautés autochtones ainsi que dans les pensionnats. En omettant de prendre les mesures recommandées, le gouvernement fédéral a sérieusement hypothéqué la santé de plusieurs générations d'autochtones. Section politique d'inhumation. Un grand nombre des premières écoles sont situées dans des paroisses qui peuvent comprendre une église, une habitation pour les missionnaires, une ferme, un moulin à scie et un cimetière. Le cimetière sert à l'inhumation des élèves qui sont décédés à l'école, des membres de la communauté locale et aussi des missionnaires. Par exemple, celui de la paroisse de l'église catholique Sainte Mary, près de Mission, en Colombie-Britannique, a été prévu à l'origine pour les prêtres et les religieuses de la paroisse et les élèves qui fréquentent le pensionnat. Pendant l'épidémie de grippe de 1918 et 1919, un grand nombre d'écoles et de paroisses sont dépassées. À l'époque, et dans la paroisse de Fort St. James, en Colombie-Britannique, les morts sont inhumés dans une fosse commune. Les 4 élèves qui sont décédés à l'école de Red Deer sont inhumés 2 par 2 dans une même tombe pour réduire les coûts. Dans certains cas, les tombes des élèves et celles des membres du personnel reçoivent un traitement différent. À l'école de Spanish, en Ontario, les tombes des membres du personnel sont recouvertes d'une pierre tombale sur laquelle sont inscrits le nom ainsi que la date de naissance et de décès lorsqu'il s'agit de prêtres ou de religieuses. Les lieux d'inhumation des élèves sont marqués uniquement d'une croix blanche. La politique générale du ministère des Affaires indiennes consiste à tenir les écoles responsables des coûts liés à l'inhumation lorsqu'un élève meurt à l'école. Généralement, c'est l'école qui détermine le lieu et la nature de l'inhumation. Les demandes des parents qui veulent rapatrier le corps de leur enfant pour l'inhumer chez eux sont généralement rejetées car on estime que les coûts liés à cette procédure sont trop élevés. Dans ses mémoires, Eleanor Brass raconte que le corps d'un garçon qui s'est pendu à l'école de File Hills au début du XXe siècle a été inhumé dans le cimetière de la réserve Pipikizis, et ce, même si ses parents vivaient dans la réserve Carlisle. Jusqu'en 1958, le ministère refuse de rendre le corps d'un garçon décédé dans un hôpital d'Edmonton à sa communauté nordique d'origine au Yukon. Il y a une photo qui montre des élèves du pensionnat au cimetière catholique à Fort George, au Québec. Dans les années 60, on est toujours réticent à payer les coûts liés au transport des corps des enfants décédés du pensionnat à leur communauté pour procéder à leur inhumation. Par exemple, en 1966, le ministère initialement refuse de payer pour le rapatriement du corps de Charlie Wenjack, un enfant de 12 ans, à Ogoki en Ontario, là où vit sa famille. Lorsque Charles Hunter, un garçon qui fréquente l'école de Fort Albany, se noie, on décide, sans même consulter ses parents, de l'inhumer à Moosonee plutôt que de rapatrier son corps à Peawanuck, près de la baie d'Hudson. En 2011, ce n'est qu'à force d'efforts considérables et de sensibilisation de la population que Joyce, qui n'a pas connu son frère aîné, Charles Hunter, réussit finalement à faire exhumer et rapatrier son corps à Peawanuck pour qu'il soit inhumé au sein de sa communauté. Les coûts de l'opération ont été payés grâce à l'argent que le Toronto Star a amassé auprès de ses lecteurs. Une fermeture d'école peut signifier que le cimetière a été abandonné.
En 1914, lorsque l'école de Battleford ferme ses portes, le directeur Matson rappelle aux Affaires indiennes qu'il existe un cimetière près de l'école et que dans celui-ci sont enterrés les corps de quelques 70 ou 80 personnes, dont la majorité sont d'anciens élèves. Il redoute que le cimetière soit envahi par les animaux errants si le gouvernement ne prend pas de mesures pour s'en occuper. En résumé, tout au long de l'histoire de ce système, les enfants qui mouraient à l'école étaient inhumés dans le cimetière attenant ou dans celui de la paroisse, et leurs tombes étaient souvent à peine indiquées. Dans de nombreux cas, la fermeture des écoles a conduit à l'abandon de ces cimetières.